Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les combats continuent à l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements opposent les forces armées régulières aux rebelles du M23, poussant des centaines de milliers de personnes à fuir les zones dévastées. Vous entendrez dès le début de ce journal Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. La couverture maladie universelle, un régime capital pour des centaines de millions d'Africains qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui accèdent peu aux soins de santé. Illustration à suivre dans ce journal sur la situation en Côte d'Ivoire où la CMU se déploie graduellement. La finale ce samedi 11 mars de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans avec un derby ouest-africain. La Gambie affrontera le Sénégal. Le match démarre à 17h GMT au Caire. Mais tout d'abord et avant de développer ces titres, le gouvernement tchadien est appelé à négocier. C'est l'appel lancé par 18 mouvements politico-militaires non signataires de l'accord de Doha. Cet appel à des négociations de paix a été acté au sortir d'une rencontre qui a débuté ce lundi à Rome, en Italie, à l'invitation de la communauté catholique de Sant'Egidio. Cette rencontre a rassemblé les leaders des 18 mouvements politico-militaires tchadiens comme le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Après avoir rejeté l'accord du 8 août 2022, ces mouvements souhaitent donc finalement relancer le dialogue avec la junte militaire au pouvoir, avec à sa tête Mahamat Idriss Déby Itno. Les mouvements politico-militaires invitent également la communauté internationale à agir de sorte à ce que le gouvernement tchadien réponde favorablement à leur appel. Le gouvernement congolais exhorte l'ONU à renforcer le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. La MONUSCO est présente en RDC depuis 1999 et compte près de 16 000 soldats de la paix. Cet appel des autorités congolaises est lancé alors que la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies poursuit depuis ce jeudi une visite de 3 jours dans le pays afin d'évaluer la situation sécuritaire et la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne à l'heure où l'Est de la République démocratique du Congo connaît une recrudescence des attaques des groupes rebelles dont le M23 qui a repris les armes fin 2021 et malgré le cessez-le-feu qui devait s'engager ce mardi, les affrontements continuent entre l'armée régulière et les rebelles. Sur les conséquences de ces violences, écoutez Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Nos partenaires sont alarmés par les déplacements massifs de personnes consécutifs aux violents affrontements qui opposent les rebelles aux forces armées. Au cours du seul mois de février, près de 300 000 personnes ont fui à travers les territoires de Rutshuru et de Massissi dans la province du Nord Kivu. Plus de 5 500 personnes ont également traversé la frontière vers le Rwanda voisin depuis janvier et 5 300 autres hommes, femmes et enfants vers l'Ouganda. Ces violences compromettent la sécurité au niveau des frontières. Au cours de l'année écoulée, plus de 800 000 personnes ont été déplacées, notamment vers les provinces du Sud Kivu et de l'Ituri. Le HCR et ses partenaires intensifient de toute urgence l'aide humanitaire et de protection pour répondre aux besoins urgents. Le HCR déclare aujourd'hui qu'il est profondément préoccupé par l'accès humanitaire restreint aux populations déplacées dans d'autres parties du Nord Kivu, car les principales routes vers les zones touchées sont souvent inaccessibles. Dans l'actualité également, cette nouvelle attaque terroriste au Nigeria. 30 personnes, toutes des civils, ont été tuées ce vendredi dans une attaque menée par le groupe Boko Haram dans l'état de Borno, au nord-est du pays. Les victimes seraient des pêcheurs et des agriculteurs. Attaque immédiatement condamnée par la coordination humanitaire des Nations Unies pour le Nigeria. Le bilan fait également état de plusieurs blessés, mais aussi des disparus à la suite de cette opération. Et il s'agirait d'une embuscade tendue dans le village de Mukdulu, précise l'ONU, qui dénonce un acte choquant et horrible. L'ONU exhorte le groupe terroriste à respecter le droit international. Depuis 2009, les violences ont fait plus de 40 000 morts dans le nord-est du Nigeria et a obligé plus de 2 millions de personnes à quitter leur foyer.
Pour la mise en place de pôles industriels au Kenya, l'État annonce sa volonté de mobiliser près de 39 millions de dollars afin d'atteindre cet objectif. C'est l'annonce du gouvernement avec quelques précisions sur la répartition des fonds, à savoir 856 000 dollars pour chacune des 47 régions du pays afin de parvenir à mettre en place ces zones industrielles. L'enjeu est de taille car il s'agit d'œuvrer en faveur du renforcement des secteurs clés de l'économie nationale. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Le gouvernement kényan envisage d'investir près de 39 millions de dollars pour la réalisation des pôles industriels dans le pays. Cette annonce a été faite mardi 7 mars lors d'une rencontre avec les responsables d'une zone économique spéciale à Nairobi. Selon les autorités kenyanes, une fois construits, les pôles industriels permettront de renforcer les secteurs économiques du pays tout en offrant les possibilités de créer et de gérer plus d'activités le long des chaînes de valeur économique. La mise en place de ces pôles industriels viendra véritablement créer une bagatelle de produits que le Kenya, produits industriels, voudrais-je le dire, que le Kenya devra exporter dans le grand marché continental africain. Donc la zone de libre-échange est une opportunité et le Kenya a intérêt à développer ces pôles industriels. Et ce sont ces pôles industriels qui vont développer le commerce, développer l'industrie, développer la croissance économique et par la suite le développement intégral du Kenya. Selon le président kényan William Ruto, dans le cadre de la mise en place de ces pôles industriels, chacune des 47 régions du pays recevra environ 856 000 dollars à cet effet. Ce fonds va leur permettre de mettre en place un pôle industriel pour les activités économiques de spécialisation propre à ces régions. Le Kenya fait partie quand même de la plus grande industrie horticole en Afrique. Ce sont des très grands exportateurs des fleurs. Au-delà, il y a également l'industrie touristique qui fait également la force de l'économie kenyane avec sa contribution au niveau du PIB du Kenya à hauteur de 2,3%. Évidemment, on peut noter l'industrie cinématographique, l'industrie musicale et il ne faut pas oublier la grande industrie agroalimentaire qui crée en principe des chaînes de valeur à partir des produits agricoles à l'état brut et jusqu'à l'industrialisation de ces produits agricoles. Selon un rapport de la Banque africaine de développement publié en novembre 2022, le Kenya a intégré en 2021 le top 10 des pays africains les plus performants en matière d'industrialisation. Au Kenya, le secteur manufacturier pèse près de 9% du PIB. L'objectif ici est donc de porter ce pourcentage à 15%. La problématique liée à l'accès aux soins de santé, l'un des maux dont souffre le continent africain. Des millions de personnes décèdent chaque année faute de soins, des soins de santé, mais aussi des médicaments qui restent inabordables en raison notamment de dépenses publiques dans la santé, 10 fois inférieures à la moyenne mondiale. Conséquence, des populations, surtout les plus défavorisées, ont encore accès à une gamme très limitée de services. Afin de faire face à ce problème, l'idée d'une couverture maladie universelle fait son chemin dans quelques pays du continent africain, à l'instar de la Côte d'Ivoire où la CMU se met progressivement en place. Reportage Esther Conan. En Côte d'Ivoire, 72% de la population vit à près de 5 km d'établissements de santé. Afin de garantir la couverture sanitaire universelle, le gouvernement ivoirien a le 28 septembre 2022 rendu obligatoire la couverture maladie universelle CMU. Ce système permet d'assurer à l'ensemble des citoyens ivoiriens, notamment ceux détenant une carte nationale sanitaire CMU, d'accéder à des soins de santé de qualité à moindre coût et sans restriction des conditions financières ou sociales. Seulement, entre enrôlement au système et autres procédures liées à l'obtention du précieux sésame, la carte sanitaire, nombre de citoyens s'interrogent sur le fonctionnement de la couverture maladie universelle CMU. Je n'avais vraiment pas grande connaissance. Et il y a au moins 2 ou 3 mois, quand j'étais venu, maintenant que j'ai commencé à voir ce qui devait passer, ce qui ne passait pas. Donc c'est comme ça que j'ai pris sur moi le soin de venir de temps en temps. Comme ce matin, j'avais des courbatures, donc je suis venu, on m'a prescrit des médicaments. Mais indépendamment de ça, comme tout n'a pas été expliqué au niveau des examens de sang, la CMU ne prend pas tout en compte. Voilà, c'est le grand problème. Le cholestérol total, ça ne prend pas. La triglycéride, il ne prend pas.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de la couverture maladie universelle et des prestations sanitaires qu'offre la carte nationale sanitaire CMU, nous sommes allés à la rencontre de Konekari Djabomba, directrice de l'affiliation de la Caisse nationale d'assurance maladie CINAM. La couverture maladie universelle a un panier de soins qui a été défini sur la base des pathologies, donc des maladies qui sont les plus courantes et qui ont le plus d'impact sur les populations. Avant la CMU, on avait seulement 5% de la population qui avait une forme de couverture contre le risque maladie. Donc pour les 95% des personnes qui vivent sur le territoire ivoirien, quand ces personnes-là ont un souci de santé, elles payent à 100% les frais liés à leurs besoins de prise en charge. La couverture maladie universelle, justement, est venue pour ne plus que le coût de la santé soit un frein à l'accès aux prestations. J'appelle encore les populations à aller dans les différents sites d'enrôlement situés sur toute l'étendue du territoire, que ces personnes-là aillent se faire enrôler. À ce jour, 3,8 millions de personnes ont été enrôlées et plus de 3 millions de cartes ont été produites. Et plus de 2000 assurés ont été pris en charge à travers 1 million d'actes de soins de 521 centres de santé repartis dans 199 localités. Les médicaments ont été servis dans 406 pharmacies publiques et 477 officines. La CMU a été instituée en 2014. Elle est le système national obligatoire de couverture de risque maladie. Des ONG telles que la Fédération internationale pour les droits humains ou encore Amnesty International qui condamnent les propos du président tunisien Kais Saied à l'égard des migrants d'origine subsaharienne exigent l'ouverture d'une enquête sur les attaques qui ont visé les migrants. Ces organisations plaident pour une enquête objective sur les événements depuis les propos du président du pays d'Afrique du Nord. Pour rappel, le 21 février, le chef de l'État tunisien a dénoncé, je cite, des hordes de clandestins africains responsables selon lui de l'insécurité. Sachez également que des associations de la société civile déplorent l'absence de mesures de la part de l'Union africaine vis-à-vis du gouvernement tunisien, mais aussi dans la protection des ressortissants, alors que les actes d'agression physique continuent en Tunisie contre les personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Une finale 100% Afrique de l'Ouest. C'est ce samedi que le Sénégal affrontera la Gambie dans le cadre de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Le coup d'envoi de ce face-à-face très attendu sera donné à partir de 17h GMT au stade international du Caire en Égypte. Les Lionceaux du Sénégal pourront-ils imiter leurs aînés ? Et quelles sont les chances de l'équipe adverse? Le point avec José Douglas. Ils sont 3 pays à pratiquer le Wolof dans la région, tellement ils sont proches, même culturellement. Sénégal, Gambie et Mauritanie. Le Sénégal et la Gambie qui seront face à face en Égypte ce samedi pour une affiche inédite, la finale de la CAN des U20, autrement dit la CAN des juniors. Dans les deux camps, on se méfie. Les deux équipes n'ont encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Mais les jeunes Sénégalais sont tellement déterminés avec 4 joueurs qui font partie des 11 meilleurs de la phase de groupe. Il s'agit du gardien Landing Badji, du milieu Pape Diop, de l'attaquant Papa Diallo et sans oublier le milieu Lamine Camara, auteur d'un doublé lors de la victoire en demi-finale contre la Tunisie. Le coach nous a dit d'être concentré parce que le match sera difficile. Cela a été le cas. On s'est concentré du début à la fin et on a remporté la victoire. Maintenant, il nous reste à gagner le trophée et je pense qu'avec le jeu qu'on a proposé, on peut prendre ce trophée. Quant aux Scorpions de la Gambie, c'est vraiment l'équipe qui surprend dans la compétition. Un petit but a suffi contre le Nigeria qui a eu un pénalty mais a échoué. Les hommes d'Aboli Bojang veulent cette victoire même si dans le 11 de la phase de groupe, ils n'ont qu'un seul joueur retenu. Il s'agit du milieu Aladji Saigné. Je suis fier de ces garçons fort sympathiques qui sont en train d'écrire l'histoire de notre football, de notre pays. C'est extraordinaire, magnifique, stratosphérique et bien encore plus que ça. Nous avons marqué 10 buts dans cette compétition sans encaisser. Toutes nos lignes étaient au rendez-vous. Rendez-vous à 17h GMT ce samedi 11 mars pour cette finale où de nombreux experts étrangers sont encore là pour repérer les meilleures pépites et des futurs Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye ou encore Bounassar.
Fin de ce journal, l'information continue sur Africa 24. Merci à vous de nous avoir suivis.